à tous, bienvenue. Merci d'avoir écourté un petit peu votre pause déjeuner pour nous rejoindre aujourd'hui. Je vous remercie donc de participer à ce webinaire organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact avec notre partenaire Anne Claveau qui se présentera tout à l'heure. Pour ma part, je suis Hélène Denison, donc je suis consultante au ICOS Impact. Au ICOS Impact, certains d'entre vous, je reconnais des noms, nous connaissent et nous suivent depuis quelques temps. Pour les autres, je vais vous expliquer un petit peu. C'est un programme d'accompagnement des entreprises et des organisations au sens large à la performance durable et à la performance globale. Comment on fait cela? On fait cela à travers une plateforme digitale qui regroupe plusieurs outils, un outil de diagnostic, une interface de gestion de projet, une bibliothèque de contenu qu'on a appelée une impactothèque, un annuaire de mise en relation avec des experts sur les champs de la RSE dont Anne fait partie, un blog et un wiki qui s'appelle Wiki Impact que je vous invite à aller découvrir. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans notre programmation Ecos Impact. Vous retrouverez toute cette programmation sur le blog. En fin de webinaire, je vous mettrai le lien en commentaire. Sur ce blog, vous retrouverez des podcasts, des interviews, des émissions. Lorsque l'actualité sanitaire nous le permet, on organise aussi sur la Cité de la RSE et de l'Impact de Toulouse des meet-up en physique. On espère qu'en janvier, on pourra vous y retrouver. Concernant les infos clés de ce webinaire en particulier, on vous invite évidemment à ne pas hésiter à échanger avec nous, à vous présenter éventuellement sur le chat, nous dire qui vous êtes. Le support que Anne va vous présenter aujourd'hui vous sera transmis par mail. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute, etc. Ne passez pas tout votre temps à tout réécrire, etc. On vous le transmettra. Il est enregistré, il sera disponible en replay sur notre blog et sur notre chaîne YouTube. Il durera environ 45 minutes de présentation plus une quinzaine de minutes de questions et réponses et d'interactions. Donc, on est parti pour passer une petite heure ensemble. Voilà, le sujet du jour, pour rappel, donc comprendre nos émotions, un levier pour un relationnel épanouissant et performant. Pour nous aider justement à comprendre nos émotions, je vais céder la parole à Anne, qui va dans un premier temps déjà nous dire un petit peu qui elle est. Voilà, donc merci à tous. Alors déjà, merci à Hélène et à la Cité de la RSE de m'accueillir pour vous présenter ce webinaire et merci à tous de vous être joints à nous. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Anne Claveau, je suis coach certifiée, formatrice, praticienne en technique de libération des émotions. Le FT, c'est en anglais. J'ai un focus effectivement sur l'intelligence émotionnelle, alors en entreprise, en management, mais je dirais effectivement l'intelligence émotionnelle, c'est dans notre vie à tous. Et donc, je me suis permis de relever cette phrase de Brené Brown qui dit que la vulnérabilité est la plus juste mesure du courage. Alors, c'est vrai que quand vous irez, si vous allez sur mon site, vous verrez que je parle du courage de la vulnérabilité. Donc, je parle beaucoup de courage. Et le courage, c'est bien le courage d'être soi. Et pour être soi, il faut être en lien avec ses émotions. Et effectivement, je considère que les émotions sont à la base de toutes nos pensées et nos comportements, on va le voir. Et lorsqu'on a ce courage-là, effectivement, d'oser être soi, bien c'est effectivement le moment où on se sent souvent le plus vulnérable. Quoi qu'il en soit, c'est la seule façon et la meilleure façon de se connecter aux autres, de créer du lien et puis de libérer effectivement le potentiel de chacun. Alors déjà le sien, parce qu'on va jusqu'au plus profond de notre identité et puis du coup, on permet aux autres de faire de même. Voilà. Et là, alors, je vais essayer de faire un lien en fait tout au long de cet échange. Alors, je risque de parler beaucoup parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc, alors déjà, n'hésitez pas aussi parfois à poser des questions. On essaiera on les reprendra à la fin ou j'essaierai de les répondre au fur et à mesure. Hélène peut-être me fera des signes si je lance des interactions de temps en temps. Et puis, l'idée, ça va être effectivement, alors déjà dans un premier temps, de voir comment nous fonctionnons. Parce que je considère que déjà, quand on prend conscience et quand on sait exactement quel est notre mode de fonctionnement, c'est quand même déjà beaucoup plus facile pour s'autoréguler et donc réagir de la meilleure manière à la fois pour nous, donc dans une dimension intrapersonnelle et dans une dimension interpersonnelle, c'est-à-dire avec les autres, et donc d'avoir un relationnel des plus
satisfaisant. Et je vais faire aussi un lien un peu avec tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin aujourd'hui, on va dire depuis 9 mois quand même, et qui, d'un point de vue émotionnel, est extrêmement perturbant. Donc, on va prendre conscience de nos émotions, de leur influence sur notre environnement, alors privé et professionnel, hein, parce qu'on ne laisse pas nos émotions à la porte de notre entreprise. On va prendre conscience du coup des émotions de notre entourage et de savoir comment on peut interagir avec. Développer des techniques d'apprentissage et de transformation, ça c'est important parce qu'effectivement, je vais vous donner quelques éléments, mais il va falloir se mettre en mouvement. À partir du moment où on veut se transformer et on veut effectivement essayer d'être plus serein, le fait de comprendre et de mettre en pratique un certain nombre de choses que je vais vous indiquer en partie, hein, au début, on va faire quelques petits exercices aujourd'hui. La nécessité, c'est effectivement de faire ce travail-là. Pensez à une chose simple, hein, quand vous avez un produit, un nouveau logiciel dans votre entreprise, mais vous commencez à vous mettre à apprendre à savoir comment ça fonctionne. Puis au fur et à mesure, ça ne marche pas très bien, parfois ça vous agace, c'est long, et puis petit à petit, ça devient quelque chose que vous avez totalement intégré. Ben là, ça va être la même chose, sauf que c'est pour vous. Et c'est la même chose si vous mettez au golf ou si vous apprenez un instrument. Au début, c'est pas marrant, il faut un peu travailler et après, ça fonctionne. Donc, l'objectif, c'est vraiment effectivement diminuer son stress et on va se rendre compte que la plupart de nos émotions, alors bien sûr, celles qui sont désagréables, c'est celles qui nous augmentent notre stress. Donc, gagner en qualité de vie. Et puis, en fait, reprendre le contrôle de notre vie et de ce que l'on veut vivre. Voilà. Alors, donc de temps en temps, je regarde un petit peu mes notes, voir si j'ai rien oublié, ce que je voulais vous dire. Donc déjà, on va parler de notre mode de fonctionnement et que dans notre vie quotidienne, en règle générale, on fonctionne effectivement selon un mode automatique. Alors, un mode automatique, c'est un avantage hein, parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps lorsque, en fait, si vous voulez, c'est des programmes prêts à l'emploi que l'on a en nous, qu'on a en mémoire et auxquels on se réfère au fur et à mesure sur des moments simples de notre vie quotidienne et qui fait qu'on n'a pas besoin de penser à ce que l'on fait. Alors, typiquement, c'est le fait effectivement de conduire. Ben, au départ, quand on a appris à conduire, on s'est dit, tiens, mais je ne vais jamais réussir à conduire, passer les vitesses, les pédales et regarder où je vais. Bon, et puis en fait, aujourd'hui, on fait ça sans se rendre compte qu'on est en train de faire toutes ces opérations quand même qui sont multiples hein, en même temps et que d'ailleurs en même temps, on peut à la fois gérer 2 enfants qui se disputent derrière ou avoir une conversation avec son patron ou son client, soit à côté, soit au téléphone, en Bluetooth, bien entendu. Mais voilà, donc on arrive à faire ça, tout ça, c'est ce qui est quand même extrêmement pratique. Il y a aussi dans le pilote automatique la réaction instinctive. C'est effectivement aussi le fait que tout simplement, à un moment donné, vous êtes effectivement toujours au volant ou alors de votre voiture et vous entendez un bruit, vous entendez quelqu'un qui arrive vite et vous avez peur, effectivement, la première réaction de peur, donc vous êtes en danger et effectivement, soit vous pilez, soit vous faites un écart pour éviter l'accident. Donc, une réaction instinctive est aussi une réaction automatique. Donc, tout ça, ça nous permet d'être c'est très utile. Ça nous permet de faire beaucoup de tâches en même temps. C'est une rapidité d'exécution. La caractéristique, donc effectivement, rapide, c'est fiable. Donc, on y fait appel tout au long de notre journée. Hein. Quand vous partez au travail, vous êtes sur un mode automatique. Hein. Vous ne réfléchissez pas à alors par où je passe ce matin, quelle rue je vais prendre, etc. Donc, a contrario, c'est quand même rigide. Ça ne nous permet pas d'avoir de souplesse. S'il y a quelque chose d'extérieur qui se passe, on va le voir, et bien du coup, là, on est perturbé et ça peut nous mettre en l'air notre journée. On est complètement lié à la réalité. C'est très économe en énergie parce que justement, on n'a pas à réfléchir et à se poser la question de ce qu'on est en train de faire. On fonctionne tout à fait normalement, très simplement. Et donc, on est bien sûr sur le présent. Et ça fonctionne par rapport à notre qualité de catalogue d'expériences vécues. Et on fonctionne, comme j'ai dit, en réactif. Alors, tout ça, c'est très intéressant et ça nous permet effectivement de faire beaucoup de choses dans notre journée. En même temps, par contre, on a quelques désavantages d'être en pilote automatique. C'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est génial. On a tous un peu une routine.
Et la routine matinale, par exemple, alors chacun va avoir, je sais pas, soit vous levez, vous devez d'abord prendre votre café avant de pouvoir commencer à penser à autre chose, puis après c'est salle de bain, je me prépare, puis les enfants, puis ceci. Ou alors c'est le contraire, il faut absolument ma douche, autrement ça pour me réveiller, et ce n'est qu'après que je suis opérationnelle. Ou vous choisissez d'ailleurs par dire, moi je me lève un quart d'heure avant pour au moins pouvoir tout préparer et gérer le reste. Et donc là, quand votre routine se passe bien, votre journée démarre bien. Sauf qu'à un moment donné, si jamais votre réveil ne sonne pas, là, c'est la panique. Tout se fait en sens contraire et vous perdez pied. On est en fait à ce moment-là, dans un moment où on n'a que des émotions désagréables, ce que je dis, des jugements, des comportements négatifs envers soi et les autres. C'est bien entendu, j'y arrive pas. Bien entendu, c'est le moment où il n'y a plus de café, il y a mon fils renverse son bol, etc. Et quand, en fait, alors il y a des dictons qui ont toujours leur source qui est toujours importante, puisque c'est une journée qui commence mal, elle nous dit qu'elle continue mal. Mais c'est tout simplement parce que dans notre pilote automatique, il y a eu un bug et on n'arrive plus à reprendre la main en fait. Donc l'idée, c'est bien effectivement, alors, tout ça de se dire comment est-ce que je peux reprendre la main pour éviter ces bugs. Et il y a quelque chose d'un petit peu plus pernicieux encore dans ce mode automatique. Et ça, vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose, vous pouvez réagir dans le chat. C'est le fait d'arriver au bureau, enfin de penser que vous êtes en chemin sur votre bureau et que vous dites « Ah tiens, en fait, je vais croiser cette collègue qui de toute façon passe son temps à me faire des remarques désagréables. » Alors, ça marche aussi si vous partez chez des amis, puis tout à coup, on vous dit au dernier moment « Ah, bah tiens, une telle ou un tel est là. » Et vous dites « Ah non, mais de toute façon, elle va toujours me faire des piques, de toute façon, elle va toujours critiquer ma tenue, ce que je sais, ou donc elle va critiquer ma façon de présenter ce dossier ou de faire… » Et rien que le seul fait, en fait, de commencer à penser que cette personne va se comporter comme ça, ça conditionne, en fait, votre comportement. Ce qui fait qu'avant même que cette personne n'ait rien fait, presque… vous créez le fait qu'elle va vous faire quelque chose. Et vous êtes déjà en train de préparer cette réaction-là. Donc, ça conditionne totalement votre comportement. Donc, à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de prise sur ce comportement-là. Il se fait automatiquement. Donc, voilà, c'est tout le problème du pilote automatique qui nous oblige à répéter des comportements un peu en boucle, qui sont néfastes pour nous et pour les autres, mais dont on n'arrive pas à sortir. Et c'est tout l'idée, en fait, quand on est sur les émotions et quand on travaille un peu sur les neurosciences, tout est validé maintenant par effectivement les neurosciences, c'est se dire comment je fais pour reprogrammer mon cerveau et donc à un moment donné, couper cette boucle et ne pas dire non, je ne peux pas faire autrement, mais effectivement, comment est-ce que je peux faire autrement? À quel moment je peux interagir pour changer mon mode de comportement qui ne me convient pas et ne convient pas aux autres. Donc, au mode pilote automatique, on perd notre liberté de choisir. Et on perd la réponse la plus appropriée à la situation du jour. Combien de fois, effectivement, donc je ne sais pas si quelqu'un a réagi en disant est-ce qu'il a déjà vécu ça, ça lui a rappelé de situation d'avoir… Je pense que tout le monde, ça a rappelé des choses à tout le monde, mais personne n'a osé ici. Personne n'a osé réagir. Mais il ne faut pas donner de nom, il faut juste dire oui, je connais ça. Donc… donc l'idée c'est bien ça, c'est de retrouver la situation la plus appropriée plutôt que de s'enferrer dans un mode de fonctionnement qui ne nous convient pas. Alors attendez, je regarde si effectivement, je voulais en parler là aussi. Il y a quand même un truc dans le mode automatique qui est une petite anecdote aussi, qui est intéressante, c'est le fait, lorsque vous partez au travail, moi ça m'est arrivé, vous mettez les enfants dans la voiture, donc c'était il y a quelques enfants, des enfants petits bébés, qui sont dans le siège auto, vous démarrez avec eux. Alors il y a des fois, vous amenez vos enfants à l'école ou à la maternelle, etc. Puis il y a des fois, vous allez direct au travail, c'est votre mari qui s'en occupe. Et là, ce matin, arrivé au stop, vous partez à droite et ça y est, je vais avoir cette réunion, je vais avoir, après, je vais commencer par regarder mes mails, puis ah oui, mais c'est vrai, il faut absolument que j'appelle un tel, comme ça va me permettre de le faire, etc. Et vous arrivez sur le parking, vous garez, vous retournez et vous avez les 2 enfants dans la voiture. Et ça, c'est… Alors, je vous assure que c'est une histoire vraie. Ça m'est déjà arrivé aussi, donc je confirme que c'est du… Voilà. Donc, effectivement, on se sent un peu bête. Donc, là, aussi, ça lui est arrivé, manifestement. Ah, voilà, il y en a d'autres à qui c'est arrivé. Très bien. Donc, l'idée, comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience qu'on est en pilote automatique, parce que le pilote automatique, on a bien compris, c'est nécessaire.
C'est nécessaire parce que, alors, vous voyez, c'est ce qui nous manque en fait depuis ce début de confinement, pour faire un peu un lien aussi tout au long du webinaire. Depuis qu'on nous a annoncé ce confinement, cette maladie, alors ce confinement qui en plus est prolongé à chaque fois sans qu'on ait de certitude, etc., on s'est retrouvé à perdre complètement notre mode automatique. On s'est retrouvé à travailler chez nous, ou à ne pas travailler, à avoir des enfants chez nous en permanence, à ne pas pouvoir sortir, faire de sport, enfin, tout notre programme quotidien habituel a été chamboulé. Et toute la difficulté a été de se recréer des repères, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on a été aussi, alors la plupart d'entre nous ont tenu, alors chacun avec son niveau d'émotion, hein, mais on est tous tenus effectivement dans cette période-là. Et au sortir de cette période-là, il y a eu effectivement un contre-coup, parce que ça nous a demandé énormément d'énergie. Parce qu'effectivement, il fallait qu'on soit en adaptatif tout le temps. Voilà, et se dire comment je peux faire différemment. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est très lourd aujourd'hui psychologiquement quand on doit encore recommencer à se retrouver en confinement avec, bon, même si c'est encore un confinement un peu différent. Alors, ce qui est intéressant pour commencer déjà à voir comment vous fonctionnez, c'est de ce petit exercice où eh bien, vous vous rappelez les 5 expériences au cours du mois dernier où vous avez agi en pilote automatique. Alors, je vous donne quelques exemples. Hein. C'est de lire un livre en tournant la page, hein, ou un dossier d'ailleurs, et puis en fait, arriver au bout du paragraphe, vous êtes rendu compte que vous ne savez absolument pas de quoi parle le livre. Alors, c'est pas aussi non plus sur des moments désagréables. Hein. Vous pouvez très bien être en train de discuter avec une copine ou avec votre meilleur copain et en fait en train de vous dire en même temps « Ah tiens, il ne faut pas que j'oublie de passer chez le cordonnier et puis il y a ça chez les enfants et puis ah tiens, je vais appeler telle personne ». Vous êtes toujours dans le futur et pas complètement présent au moment de ce que vous faites. Donc, quand vous avez trouvé ces 5 expériences, vous entourez envers celles pour lesquelles il était pertinent d'être en mode automatique et celles pour lesquelles ça n'était pas adapté. Alors, typiquement aussi, c'est qu'il ne faut pas être le mode automatique, hein, je me répète peut-être, mais il n'est pas désagréable, il n'est pas défavorable, parce que l'idée, ce n'est pas tous les matins, en partant au travail, de se dire « Tiens, je vais inventer un nouveau chemin pour aller au travail ». Ce n'est pas le but non plus. Hein. C'est bien de se laisser porter. C'est pour ça que la notion de quotidien dans le mode automatique, enfin de routinier, c'est nécessaire. Donc, quand vous avez fait ce petit exercice pour vous, vous le faites avec vos proches, avec votre compagnon, votre mari, votre manager ou votre collègue avec qui vous travaillez régulièrement. Et puis, vous regardez combien de fois, en fait, quand vous étiez en train de lui parler, en fait, il écoutait la télé, ou regardait la télé, ou alors il était en fait en train de checker ses mails, et puis voilà, etc. Donc là, c'est déjà une première prise de conscience et de voir si c'était le bon mode qu'il fallait adopter. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de voir comment on va sortir de ce mode automatique. Alors, je vous l'ai dit un peu depuis le début, hein, c'est effectivement une nécessité de se mettre soi en mouvement. Hein. Donc, c'est de savoir, d'avoir une prise de conscience et de retour à soi. Alors, on va beaucoup parler de ça, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on est un tout. Hein. On ne peut pas uniquement rester sur le mental. Et même si, effectivement, on mentalise énormément de choses aujourd'hui, et notre monde virtuel, digital, alors encore plus aujourd'hui où on est coupé de toutes nos relations, nous fait prendre la main sur cette déconnexion par rapport à qui nous sommes et notre corps. Les émotions, c'est physique. Et il y a une nécessité absolument, en fait, tout fonctionne de concert. Et j'aurais envie de vous dire, c'est la tête, le cœur et le corps. Donc, l'idée, c'est bien à un moment donné de revenir à soi et d'essayer donc de déjà percevoir quelles sont nos sensations physiques quand on est déjà dans un instant présent, de ressentir nos émotions, de savoir effectivement où est-ce que ça se passe dans notre corps. Est-ce que quand j'ai une émotion, ça me serre la gorge, le ventre, j'arrive plus à parler, j'ai chaud, j'ai froid, je m'agite dans tous les sens. Voilà, quelle est l'émotion? Essayez de la nommer aussi. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, on n'est pas du tout dans le fait de contrôler nos émotions, mais bien d'essayer de l'accueillir. Alors, je préfère accueillir qu'accepter, parce qu'effectivement, c'est vraiment la laisser vivre et venir dans notre corps, et la laisser s'exprimer, en fait, et se l'exprimer en disant, voilà, effectivement, en ce moment, je ressens ça. Voilà. Alors, un petit peu de
de latin, parce que ça fait bien en fait de parler un petit peu de latin quand même et de faire quelque chose d'un petit peu… voilà. Donc, l'émotion, pour revenir à quelque chose de très basique, si on la définit, ça vient du latin ex movere ou emovere, qui veut dire mouvement vers l'extérieur, se mettre en mouvement. Donc, en fait, c'est quoi une émotion? C'est bien une manifestation incontrôlable, donc je dis bien incontrôlable, qui apparaît suite à un événement extérieur et qui entraîne des réactions corporelles qui elles-mêmes induisent donc des comportements et des actions. Alors, quand on veut déjà penser, je n'ai pas précisé au début, en fait, on parle d'émotion, souvent on fait un petit mélange entre l'émotion et le fait d'être émotif et d'être sensible, et trop sensible d'ailleurs en général. Donc, parler des émotions, c'est pas être émotif, hein. Il y a une différence. On a tous des émotions et on est tous humainement d'ailleurs, c'est d'ailleurs en fait, moi je dirais la magie de la complexité de l'être humain, d'avoir des émotions qui nous permettent en fait d'avoir la bonne réaction, parce que là on ne vous dit pas que c'est juste un sentiment, une émotion d'être émotif et de ressentir et de rester quelque chose comme quelqu'un de fragile et de faible. Non, c'est bien effectivement une émotion, c'est bien pour nous mettre en mouvement et pour faire quelque chose qui nous permet de nous adapter à l'événement qui s'est produit. Donc, c'est bien ce mécanisme-là qu'il faut entendre. Est-ce que je voulais vous dire d'autres? Alors, oui, ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, donc cette émotion, quand je vous dis qu'elle est physique et qu'il faut donc, c'est important de se reconnecter avec son physique, c'est que la première chose, l'émotion, elle est instinctive, elle passe par votre corps. Quand on était des hommes préhistoriques, alors pour faire simple, quand il avait une menace, un danger, parce qu'on entendait un animal, quelqu'un d'une autre tribu, je ne sais quoi, un peu de bruit, un feuillage, tout à coup, donc ça passe par nos 5 sens qui effectivement nous envoie cette information. Et là, notre corps, en fait, sécrète d'ailleurs toutes sortes de mécanismes et pour nous permettre de faire face à cette menace et donc d'être capable de réagir comme il faut à la menace. Donc l'idée, c'est bien effectivement de comprendre que ça passe donc par notre cerveau limbique. C'est en fait toutes les émotions, elles sont ici au niveau de, c'est un petit noyau qui est au milieu du cerveau et elles sont mémorisées ici. Donc, on verra aussi en fait les incidences du fait d'avoir en mémoire toutes nos émotions. Et il faut voir cette émotion comme un signal d'alarme qui vous dit, oups, il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est qu'après, en fait, alors bien sûr, ça passe par l'hippocampe, etc. Je vous le fais simple. Et ce n'est qu'après que ça va au cerveau préfrontal qui, lui, va se poser et va juste lui quand même dire, bon, ok, alors quelles sont les données objectives? Comment je peux analyser cette situation? Et quelle est la meilleure réaction à avoir tout compte fait. Donc l'émotion, c'est un mécanisme d'adaptation à notre environnement. Alors celle-là, c'est un peu ma phrase préférée, faut que je vous le dise. Donc une émotion dure 8 secondes et le sentiment qui l'accompagne peut durer 50 ans. Alors l'émotion, eh bien, c'est bien effectivement cette réaction physique, là, instinctive, qu'on ne peut pas contrôler, on va la détailler tout à l'heure selon les émotions, comment ça se présente. Et donc ça dure à peu près 8 secondes, que ce soit de la colère, la peur, la joie. Et le sentiment qui l'accompagne, c'est-à-dire une fois que c'est passé par le cortex préfrontal et qu'on en a fait un sentiment, eh bien, il peut durer 50 ans. Alors quand c'est un moment de joie, qu'après, à chaque fois où vous revoyez, par exemple, cette photo, que vous repensez à ce moment super agréable, ben, c'est génial que ça dure 50 ans. Mais par contre, quand c'est un moment de tristesse, de peur, danger, quelque chose qui a été douloureux, en fait, et qui a fait et créé ces réactions de peur, de tristesse ou de colère, eh bien, quand elles se répètent pendant 50 ans, là, c'est vraiment très pénalisant pour votre vie. Alors, pour vous donner un exemple, c'est typiquement, ça aussi, ça a dû vous arriver à tous, vous pouvez peut-être le dire aussi. Vous êtes, pareil, hein, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé, vous avez une conversation, vous parlez, et puis tout à coup, vous dites quelque chose qui vous paraît, vous, assez banal, et un de vos collègues ou vos amis réagit de manière très excessive. Ou a fortiori, c'est dans l'autre sens, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose et c'est vous qui réagissez de manière très excessive. Et là, tout le monde s'arrête un peu, regarde la réaction de cette personne en se disant, et vous repassez le film en disant, mais qu'est-ce que j'ai dit pour qu'elle réagisse comme ça? C'était pas mon intention,
j'ai pas eu l'impression d'être agressive, mais j'ai pas voulu l'agresser, j'ai pas voulu, voilà, j'ai pas dit quelque chose de négatif. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est que cette personne, à ce moment-là, elle a revécu l'événement d'aujourd'hui, en fait, lui a fait revivre un événement qu'elle a vécu précédemment et pour lequel elle n'a pas encore réglé l'émotion qu'elle a vécue. En fait, notre cerveau, alors ça c'est les neurosciences qui nous l'expliquent, il travaille par assimilation. Donc, grosso modo, ça peut être, il a détecté, nos 5 sens ont détecté à ce moment-là un petit signe. Alors, ça peut être seulement un mot que vous avez dit, qui a une portée extrêmement forte pour elle, alors pour vous, ce mot n'a pas plus de portée que pour d'autres. Ça peut être un regard, un signe, un geste, quelque chose qui lui a rappelé un événement qui peut être il y a 5, 10 ans, beaucoup plus longtemps, et qui tout à coup, en fait, a ramené l'émotion de cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, elle n'a pas pu exprimer son émotion, c'est resté quelque chose de douloureux, et du coup, ça fait quelque chose qui explose littéralement. Alors, s'il y en a quelques-uns qui ça dit quelque chose, je veux bien avoir des petites réactions. Je ne sais pas si vous en avez, Hélène. Pour l'instant, les gens sont... si Gaël nous parle de la Madeleine de Proust ou la ratatouille de Ratatouille. Mais pourquoi pas, exactement, effectivement. C'est ça, ça peut aussi être ça, tout à fait. Voilà, il faut aussi avoir des choses positives, mais autant quand c'est des choses positives et se retrouver effectivement avec des odeurs, ben moi typiquement c'est tout simplement le gazon tendu. Et donc au printemps, quand en plus il y a du gazon tendu, ben alors là je me sens, voilà, alors vous allez savoir pourquoi. Hein, effectivement, parce que petite fille, je tondais la pelouse. Enfin voilà, donc ça me rappelle effectivement l'idée de se dire on sort de l'hiver. Par contre, quand c'est quelque chose qui a été douloureux à un moment donné, eh bien, il faut dire que cette douleur va se retrouver à d'autres moments, alors qu'elle ne concerne pas la personne en fait ou l'événement qui a lieu. Alors, on va aller un petit peu sur les émotions. Vous me direz si vous voulez que je détaille ou pas là-dessus. J'ai pris la peine de le faire, mais je ne sais pas si c'est votre niveau d'intérêt. Donc, il y a effectivement, les scientifiques se sont accordés sur le fait qu'il y a 4 à 6 émotions de base. Elles sont universelles, qui veut dire que on est toujours en fait lié sur le corps, c'est-à-dire que c'est une réaction instinctive et on reconnaît. Et alors, dans tous les pays du monde, on reconnaît au moins les 4 émotions de base, hein, qui sont la colère, la tristesse, la joie et la peur. La surprise et le dégoût sont 2 émotions qui ont été rajoutées par d'autres scientifiques, qui sont déjà un peu plus complexes, mais qui ne sont pas reconnues dans tous les pays. Je vous ai ajouté, parce que ça forcément c'est présent dans nos relations avec les autres, c'est les émotions sociales, qui sont la honte, la culpabilité, la jalousie, la fierté. Et ça, je vais vous le détailler un peu après. Alors, je regarde si je voulais vous dire quelques autres petites choses là-dessus. Alors, donc, en détaillant donc les émotions différentes, donc comme je vous disais, c'est quelque chose qui passe par le corps. Donc, vous allez essayer déjà, vous, réfléchir comment est-ce que ça se manifeste. Déjà, un petit exercice ici, à savoir, est-ce que ce sont des émotions que vous rencontrez souvent, d'être en colère, d'avoir peur, la tristesse? Bon, la joie, je l'ai mise, mais je le mets un petit peu à part. Et encore que, aujourd'hui, dans le contexte, avoir plusieurs sujets de joie, ça me paraît nécessaire pour se ressourcer. Et donc, en fait, il y a vraiment déjà la dimension physique à prendre en compte, instinctive, parce que quand on est en colère, il y a une augmentation du risque cardiaque. Et puis, vous le voyez, parce qu'en général, quelqu'un qui est en colère, il est comme ça. Hein. Et puis déjà, il va commencer à voir, vous allez voir les points qui se mettent d'avant. On est prêt à attaquer, en fait. Là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous attaque, et moi, je suis prête là pour répondre. Et voilà. Et en fait, même pas peur. Hein. Alors que, à contrario, quand j'ai peur, là, j'ai une accélération effectivement de la fréquence cardiaque, une contraction des muscles aussi, tremblement, et tout ça, effectivement, c'est pour se protéger. C'est mon instinct de survie. La tristesse, c'est le baisse de tonus. Hein, là, les épaules tombent. En général, on ne peut peut-être même pas parler. Et puis, bon, l'idée, c'est soit de s'isoler. Parfois, c'est aussi d'essayer d'obtenir du soutien. Donc, on n'est vraiment pas... voilà, c'est assez facilement détectable. Et puis, bien sûr, il y a la joie. Donc là, on est content de se retrouver. Hein, et puis, voilà, et ça génère la confiance et l'ouverture. Donc, toutes ces émotions, on est tous capables, effectivement, de les identifier chez nous. Mais, alors, je vais aller un petit peu plus loin et vous dire que lorsque, pour moi, non seulement je considère, comme mon sujet de prédilection, c'est effectivement les émotions et l'intelligence émotionnelle. Donc, je considère effectivement qu'avant toute chose, il y a une émotion.
Alors, peut-être que pour certains d'entre vous qui avaient déjà fait peut-être du coaching, du travail sur soi ou assisté à un certain nombre de formations, on vous a parlé des croyances également, en disant mais c'est effectivement tout est à base de nos croyances. Alors, c'est vrai, sauf qu'en fait, nos croyances, il y en a qui sont limitantes, et il y en a qui sont neutres, et il y en a qui effectivement nous portent. Mais en fait, celles qui sont limitantes, elles sont limitantes parce qu'il y a une émotion derrière. Elle nous touche effectivement parce que à ce moment-là, cette croyance, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, il y a une tristesse, il y a une peur, il y a quelque chose. Et alors, en plus de ça, c'est que je considère que sur derrière la plupart de nos émotions et de nos sensations de stress, parce que lorsque vous êtes en colère, vous êtes dans de la peur et de la tristesse, en fait, il y a du stress autour de tout ça. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aussi là encore, à savoir quelle est la réaction de stress et quelle est l'émotion derrière qui se déclenche dans ces situations-là. Alors, on a Caroline qui nous pose une question justement, qui nous demande, enfin, qui vous demande comment est-ce qu'on peut identifier correctement ces fameuses croyances limitantes dont vous nous parlez. Alors, ça, il faudrait faire effectivement tout un webinaire dessus, mais pour vous donner 2-3 éléments de réponse, à chaque fois que vous vous dites quelque chose comme il faut, je dois, on doit toujours faire ça, jamais faire ça. Voilà, tout le monde dit ça, personne ne dit ça, personne ne fait ça. Tout ça, effectivement, déjà, c'est déjà des croyances. Quelque part, déjà, vous pouvez dire, ah bon, et pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Pourquoi est-ce que c'est toujours, jamais, etc. Tout ça, c'est déjà, a priori, c'est plutôt des injonctions que vous avez entendues dans votre enfance et après au long de votre éducation par vos parents ou autres. Alors, attention, il n'y a jamais de critique parle sur les parents parce que de toute façon, on a tous... on ne peut pas faire autrement. Notre système de pensée est un système de croyance qui dit que c'est bien quand il fait chaud, que c'est pas bien quand il fait froid, que le brocoli c'est bon, que le brocoli c'est mauvais, etc. Donc tout ça, c'est un système de croyance. Après, il y a des croyances, effectivement, que vous avez entendues, des injonctions qui vous ont dit, bon, par exemple, il faut absolument travailler très dur et puis voilà, il faut que ce soit une sorte de souffrance pour pouvoir réussir. Ça, c'est une croyance. Et en fait, elle est quand même très limitante, cette croyance. C'est que si vous ne faites pas du mal et si vous ne souffrez pas, vous n'allez pas pouvoir réussir. Donc, du coup, si vous ne souffrez pas, vous allez continuer à faire jusqu'à ce que ce soit très, très difficile. Autrement, vous vous dites que vous ne réussirez jamais. Il n'y a pas après ces croyances, enfin, je dirais, il n'y a pas j'allais dire, comment dire ça, de croyance qui peut être favorable ou défavorable. C'est selon chacun aussi, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Est-ce que ça vous aide? Ça peut être aussi une croyance, c'est parce que vous avez entendu, c'est des injonctions qui ne sont pas forcément non plus directes. Ça peut être juste aussi une question de comportement qu'on a eu avec vous, en fait. Alors, il y a des injonctions très simples qui ont pu dire toujours toi, tu chantes faux. Voilà. Ben, vous ne chanterez jamais parce que vous dites moi, ma croyance, c'est que de toute façon, je chante faux. Et donc, et si ça se trouve, vous chantez juste, ou alors vous avez au moins la capacité d'apprendre à chanter. Donc, a priori, oui, Gaëlle a aussi aidé un petit peu à répondre puisqu'elle nous dit poser chaque certitude comme étant une supposition et à ce moment-là, la confronter à la situation. Et donc, Caroline nous confirme que ça l'a un peu éclairé. Très bien. Donc, on va poursuivre. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour identifier ces émotions? Donc, c'est ce que je vous disais. L'idée, c'est bien donc de ne pas contrôler nos émotions, comme on a pu nous le dire enfant. Alors, c'est tout le problème pour identifier ces émotions. Alors ça revient un petit peu effectivement aussi aux croyances. C'est-à-dire qu'enfant, on vous a dit, bien entendu, non, on ne fait pas de colère. Donc, on vous a envoyé dans la chambre disant va te calmer parce qu'il faut pas, on n'a pas le droit d'être en colère et de se comporter comme ça. On ne crie pas, on ne se roule pas par terre, etc. Alors, au-delà le fait qu'effectivement, on ne va pas laisser les enfants se rouler par terre dans un magasin pour avoir tout ce qu'ils veulent, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas du tout écouté l'émotion de l'enfant. Et on va voir derrière ce que ça a comme conséquence, effectivement. D'abord, c'est qu'effectivement, cette émotion-là, il l'a contrôlée. Il ne s'est pas du tout senti, donc chacun d'entre nous, à un moment donné, ne s'est pas senti compris, s'est dit, cette émotion, je ne dois jamais l'avoir. Alors, c'est aussi typiquement ce qu'on a pu dire. Alors, c'est assez genré, les émotions aussi, même si je suppose qu'aujourd'hui, on a un peu évolué là-dessus. Mais si on a évolué là-dessus au niveau de chacun de
l'éducation que l'on donne à nos enfants, l'environnement social, enfin, de la société, tout ce qui peut passer par les médias, etc., n'a pas forcément tant évolué que ça. Et on va toujours dire, par exemple, au garçon, effectivement, tu ne dois pas avoir peur. Ou un homme, ça ne pleure pas. Bon, ça, alors je sais bien que c'est un petit peu caricatural, quoi qu'il en soit. Moi, dans ma pratique, je rencontre énormément d'hommes qui vont dire, bah non, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. À la limite, une appréhension. Ouais, non, j'appréhende peut-être. Non, c'est pas une peur, c'est pas une peur. Et d'ailleurs, ils cherchent le mot parce qu'ils ne voient pas quel mot ça peut être derrière, hein. Donc, il y a des choses qui, effectivement, ont des émotions que l'on nous a interdit de ressentir. Donc, elles sont plus que contrôlées. Et alors, en fait, quand elle a été interdite d'être ressentie, cette émotion, et comme effectivement, il fallait bien qu'on fasse quelque chose, notre corps et de ce qu'on le ressentait, on en a mis une autre à la place qui était acceptable. Et par exemple, en fait, souvent, ce que l'on a, par exemple, au lieu de la colère, eh bien d'ailleurs, vous allez mettre de la tristesse. Parce qu'on vous a dit, et donc ce qu'on appelle des émotions raquettes. Alors, raquette comme le fait de raqueter, pas comme la raquette de tennis, mais c'est effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une émotion qui prend la place de l'autre. Et donc, c'est très perturbant pour nous, pour essayer de savoir, mais en fait, qu'est-ce que je ressens vraiment, en fait? Est-ce que je ne m'autorise pas à ressentir de la colère? Et donc là, je suis triste, qui ne ressemble pas du tout à ça. Donc en fait, c'est là où il faut vraiment revenir sur ce qu'on ressent, notre corps, comment ça se manifeste, comment ça se passe en moi. Donc c'est bien cette idée entre le cerveau et le cœur. Donc à quel endroit ça se passe de mon corps? Est-ce que ça me serre la gorge? Est-ce que je suis oppressée? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que ma réaction s'accélère? Est-ce que c'est une sensation qui est lourde, qui est légère? Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce que ça m'opprime tout le temps? Et puis après, il faut aller un petit peu plus loin en disant combien de fois par jour je ressens ça? Combien de fois par jour je commence à m'écouter un petit peu? Et donc, pour ce retour à soi, l'idée, c'est, revient un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au mode automatique, c'est de sortir de ce mode automatique et que lorsque vous faites quelque chose, d'essayer d'être présent totalement dans ce que vous faites. Alors, notamment quand vous cuisinez, jardinez, bricolez, n'importe quoi, essayez d'être uniquement dans ce moment-là et se dire, voilà, je prends du plaisir à faire ce que je suis en train de faire et je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire après. C'est très difficile, hein, parce qu'on est quand même toujours je vois Hélène qui lève les sourcils. Oui, je sais, c'est très difficile. Alors, c'est d'autant plus difficile lorsqu'on est dans un moment où on est frustré. Typiquement, quand on rentre chez soi le soir et qu'on a 10 choses à faire, notamment préparer à manger, etc., c'est là, et en se disant, oh, j'ai même pas, mais moi j'ai besoin de me poser après la journée que j'aimerais bien prendre un quart d'heure là juste, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure à me poser. Et donc on le prend pas, et donc du coup on est en train de faire tout ce qu'on est obligé ou contraint de faire, tout en pensant à cette frustration et à ce que l'on va essayer de faire tout plus tard. Donc on vit très mal tout ce que l'on fait là pour espérer pouvoir avoir un quart d'heure, 10 minutes à soi que l'on va vivre bien. Et là, il y a un moment donné, c'est pareil, c'est dire, mais est-ce que je suis obligée de fonctionner comme ça? Est-ce que je ne peux pas dire, tiens, alors soit je prends tout de suite ce quart d'heure, ces 10 minutes qu'il me faut, ou j'en prends une partie, soit effectivement, là, dans ce que je suis en train de faire, je reviens vraiment à moi. Alors, si on fait un truc super, super désagréable, c'est peut-être pas super facile de trouver quand même quelque chose, mais par contre, si vous êtes en train de cuisiner, même faire quelque chose qui n'est pas totalement ce que vous préférez au monde, mais juste être quand même dans ce moment présent et se dire, tiens, si je vivais ça de manière satisfaisante pour moi, vous verrez que vous enlèverez ce stress et qu'en fait, eh bien, du coup, votre stress va diminuer au fur et à mesure et que vous n'aurez peut-être même pas besoin de votre quart d'heure après. Je vois qu'il y a des réactions peut-être. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir des difficultés à faire ça, a priori. Ah, je sais. C'est pour ça qu'effectivement, le fait de revenir à son corps et de s'autoriser ça, c'est super important. Donc effectivement, essayez de trouver aussi, déterminer quelle est votre émotion, la colère, la tristesse, être jaloux. Bon, joyeux, je le mets aussi, mais ça aide en fait. Essayez aussi de regarder comment ça se passe dans votre corps quand on est joyeux, parce que parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et donc, du coup, c'est peut-être plus agréable de s'auto-analyser sur une émotion agréable. Et ça vous permettra de mieux trouver et reconnaître quelle est votre émotion lorsqu'elle est désagréable, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que vos émotions, là, quand vous êtes dans ces moments où vous n'arrivez pas, vous êtes en mode automatique, mais en fait, c'est du stress. Et le fait de ne pas de vous projeter sur l'après, et en plus sur l'idée que de toute façon, vous n'allez pas avoir le temps de faire ce que vous voulez. Parce que vous savez, au final, vous n'aurez pas le temps quand vous aurez fini de faire toutes vos contraintes. Donc, en fait, vous imaginez, vous êtes dans un stress et vous créez que du stress qui se rajoute au stress. Donc, il y a un moment donné, il faut juste dire stop.
Voilà, stop là, je suis dans ce moment présent et qu'est-ce que je peux faire? Revenir à moi et respirer. J'ai quelques exercices de respiration, on en parlera peut-être à la fin si ça vous dit. Un truc aussi qui est pertinent, effectivement, à des moments, c'est dessiner son émotion. Et il y a ça aussi, de temps en temps, alors bon, comme de toute façon, vous aurez le webinaire, le PowerPoint, pardon, mais ça, vous pourrez le faire de temps en temps, effectivement, d'essayer sur, alors, peut-être pas tous les jours, mais c'est pareil, là, si vous savez, une habitude, pour qu'elle devienne quelque chose d'automatique, il faut déjà commencer à le faire tous les 21 jours. Et enfin, pendant 21 jours, pardon. Et quand après, vous l'avez fait pendant 90 jours, ben, ça y est, c'est devenu quelque chose de naturel, donc vous pouvez plus vous passer. Et si au départ, vous dites, mais non, mais elle est marrante, elle, déjà, j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, si en plus, il faut que je fasse ça dans mon agenda, non. Bon, de toute façon, après, c'est un choix, en fait. Hein. Quand on vous demande de faire des contraintes et que vous dites, j'ai pas le temps de les faire, ben, vous trouvez le temps de le faire pour votre boulot ou parce qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison et qu'il faut le faire. Eh bien, posez-vous comme une priorité. Si après tout, je faisais ça et que je commençais à aller mieux, ben peut-être que tout le reste, je le ferai en allant mieux et donc en ayant aussi des relations du coup avec les autres qui sont beaucoup plus agréables. Parce que tout ce que vous faites pour vous, la conscience de vos émotions hein, en intrapersonnel, ça vous permettra effectivement de comprendre d'abord que les autres fonctionnent comme ça. Hein. Il y a Stéphanie, du coup, qui, elle, a une proposition également, c'est d'écrire le soir pour revenir sur ces événements, sur ces émotions, avoir une sorte de petit journal pour pouvoir, voilà, Oui. écrire, passer des mots sur ces émotions. C'est une très bonne solution. Donc, à la fin, je donne effectivement, plusieurs petits trucs à faire et ça fait partie de ça, le journaling, effectivement, de pouvoir poser un peu tout ce qu'on a dans la journée. Tout à fait. Et Sylvie vous demande si la frustration, on peut la considérer comme une émotion. Ah oui, complètement. La frustration, c'est de la colère et de la tristesse. Donc, c'est une émotion. Ah oui, tout à fait. Et donc justement, alors des émotions que l'on retrouve plus dans les émotions sociales, ce sont des émotions sur la conscience de soi en fait. Et donc c'est des émotions qu'on retrouve beaucoup dans nos organisations et dans le groupe. Alors sachant que le groupe, ça peut être le groupe familial, le groupe d'amis et le groupe au travail, l'équipe. Et donc ces émotions, alors on les dit complexes parce que c'est un mélange des émotions de base. Alors ce qui est intéressant, c'est que à part la fierté, eh bien il y a la peur dans chacune de ces émotions-là. Donc, ressentir de la honte, c'est effectivement se sentir à part du groupe, et donc avec une volonté, bien sûr, de se conformer au groupe. On a tous cette nécessité, effectivement, d'appartenance, ça c'est indispensable. On est effectivement des êtres, l'être humain est une dimension sociale qui est très importante et qui fait d'ailleurs que dans notre contexte de confinement, c'est extrêmement difficile pour nous à vivre, de ne pas avoir ces relations sociales ou d'essayer de les maintenir d'une manière ou d'une autre. Donc, la honte, en fait, c'est un mélange, alors que je vous dise comme il faut, c'est un mélange de peur et de joie. La culpabilité, bon, c'est bien sûr d'avoir fait du mal à autrui en voulant le réparer pour préserver, bien sûr, l'ordre social, éventuellement que ça ne se voit pas. Et là, c'est la peur d'avoir désobéi et c'est en fait la colère aussi contre la loi. Et quant à la jalousie, là, c'est la peur, en fait, d'être abandonné et la colère contre celui qui vous abandonne, en fait. Hein. Donc, voilà. Bon, la fierté, elle, c'est plutôt quelque chose de sympa, puisque c'est valoriser quelque chose qu'on a réussi. Donc, en général, c'est plutôt quelque chose de sauf quand c'est poussé à l'extrême et que ça devient de l'orgueil ou de l'arrogance et de la nécessité, effectivement, de systématiquement prendre sa place dans le groupe. Donc, voilà, là, ça devient quelque chose, effectivement, qui est mal vécu par l'ensemble des protagonistes. Donc voilà, l'idée, c'est bien ça en fait, c'est ressentir en fait vraiment les émotions, les nommer, c'est la première étape. Hein. Alors, un petit schéma pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Si on rentre dans le détail, voilà, de schématiser, dans l'idée, vous avez une situation déclenchante, un événement, je vous en ai donné quelques éléments tout à l'heure, je vous en donner d'autres, qui génère une émotion, donc sensation physique, qui en fait vous dit qu'il va falloir se mettre en action. Cette émotion, en fait, elle vous donne une information. Ça vous donne une information qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc après, ça va effectivement au contexte préfrontal qui va vous dire perception, évaluation, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en action. Donc en fait, ce qui est essentiel là, et de bien se poser, c'est que l'émotion, c'est bien un signal d'alarme en fait.
Donc, toutes les émotions que vous ressentez, c'est pour vous dire, donc c'est une situation de stress qui génère par de la colère, de la tristesse, etc. Et en fait, elle vous dit, là, il y a un truc qui ne va pas parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et ce besoin-là, il est essentiel. Donc, l'idée, c'est bien de vous dire, mais si je ressens ça, pourquoi je ressens cette émotion-là? De quoi j'ai besoin aujourd'hui dont je ne m'occupe pas? Et qu'est-ce que je peux faire, donc, du coup, derrière, pour m'occuper de ce besoin? L'idée, pour aller… alors, je vais continuer un petit peu là-dessus, mais ouais, on va le voir un peu plus loin. Donc, quand on est face à ces réactions, donc à ces situations de stress, effectivement, on a 3 réactions en général. On appelle ça les 3 F, parce qu'en anglais, ça se dit flight, fight and freeze. Alors, ces réactions, et là, je vais vous demander d'essayer de réagir à chaud. En fait, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais les 3 émotions que vous avez dans un moment désagréable, dans un moment de stress, que ce soit de la colère, donc je vous disais de la peur, de la tristesse, etc., eh bien, votre première réaction instinctive, elle est soit de fuir, et donc ça veut dire d'échapper à la situation, soit elle est effectivement d'attaquer, et puis de rentrer dedans, dominer la situation, soit elle est effectivement d'être dans une situation d'inhibition, donc un peu d'être paralysé en fait, et avec donc cette volonté de se faire oublier. Alors, chacun d'entre nous, systématiquement, a une de ces 3 réactions qui est privilégiée. C'est celle qui va se retrouver le plus souvent. Alors, attention quand même, on a tous ces 3 réactions. Alors, d'abord, il n'y en a pas une plus meilleure ou plus mauvaise. Mais ce qui est intéressant, commencez à réfléchir et dites-vous là, quelle est d'après vous la réaction que vous avez le plus? Est-ce que vous fuyez, vous attaquez ou vous êtes paralysé? Et si vous avez un petit peu de mal à déterminer laquelle, parce que vous avez l'impression qu'il y a un petit peu toutes, à ce moment-là, et de toute façon après, c'est d'aller un petit peu plus loin et de se dire quel est le type d'événement qui fait que j'ai envie d'attaquer, quel est le type d'événement qui fait que je sens paralysée, voilà, dans quelles circonstances est-ce que ça se produit? Est-ce qu'on a quelques réponses, Hélène? Alors, il y avait plutôt une question de Caroline qui nous demande la différence entre le premier et le 3e. La fuite et la… Oui. Pour l'instant, je pense que les gens écrivent encore. Alors, je vais vous donner donc du coup des exemples pour vous aider. Et ça répondra peut-être aussi en partie à la question. Donc, imaginez, vous êtes en réunion, vous parlez d'un projet, etc., avec votre équipe, manager, etc. Et puis, vous avez une proposition très pertinente à faire. Donc, vous la faites à voix haute devant tout le monde, vous parlez, et puis en fait, on ne vous a pas entendu. Et un de vos collègues reprend cette proposition que vous avez faite. Donc, il commence à dire, ben voilà, on pourrait faire ça, ça, ça. Mais il ne fait absolument pas référence que c'est de vous qu'il a entendu. Il la reprend à son compte. Comment vous réagissez? Immédiatement, spontanément, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on a pas mal de… Ah. Donc Céline nous dit freeze direct, très rapidement. Alors ça se manifeste comment quand on est freeze? Je vais peut-être le dire, je ne sais pas si on peut avoir une telle réactivité, mais en fait, normalement, l'idée, effectivement, quand on est freeze, c'est se dire, on ne bouge pas, on se dit presque, mais c'est pas vrai, en fait, il a fait ça, alors on est un peu ce côté consterné, mais en fait, on est tellement aussi vexé, choqué, blessé, parce que quand même, et puis se dire, c'est toujours pareil, on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, moi, quoi que je fasse, de toute façon, voilà, c'est les autres qui le répètent, puis lui, de toute façon, il reprend toujours tout à son compte, et on n'arrive pas à bouger et à s'exprimer. Ça, c'est freeze. Freeze, vous ne bougez pas, vous êtes vraiment un peu les épaules tombantes. Est-ce qu'il y en a qui ont proposé d'autres réactions? Alors, on a quand même plusieurs personnes qui nous disent que le sentiment, ce serait la colère, injustice, etc. Donc, je pense qu'on est un peu plus peut-être dans le fight que dans le freeze. Hein. Oui, voilà. Oui. Alors là, clairement, c'est… alors, soit à chaud, c'est… non, mais ça ne va pas, en fait. C'est moi qui viens de le dire. Alors, tout dépend le contexte. Ça, c'est aussi chacun. Soit on peut le faire sous forme d'humour. Je dis, non, écoute, tu ne vas pas te réapproprier les trucs. Là, c'est bon. Excuse-moi, tu n'as pas entendu. Je viens de le dire. Donc, je vais le répéter pour qu'on m'entende.
faut être quand même, alors là, ça demande beaucoup de courage quand même pour arriver à faire ça. Ça dépend de l'ambiance, de l'équipe pour pouvoir le faire et des managers. Soit effectivement, carrément, on rentre dedans en disant, mais c'est pas possible, ça fait 4 fois que tu me piques mes idées. Tu te fous de moi, quoi, ou tu fais exprès. Ça va aussi jeter un froid quand même, donc c'est pas évident. Et donc, pour arriver à la fuite, du coup, qui est toujours un peu plus difficile, la fuite, c'est la réaction où là, on va être comme ça. Alors, on n'est pas en inhibition, on n'est pas en train d'attaquer, mais on est… Alors, on va être à parler avec ses copines, on va s'agiter comme ça, mais en fait, on va rien dire. On va rien faire parce qu'on veut pas, on n'ose pas attaquer, faire un exclandre. On n'est pas complètement là, mais on ne sait pas quoi faire. On est, voilà, de toute façon, c'est comme ça, on va marmonner, mais on ne va pas, en fait, aller directement rentrer dedans, en fait, on n'ose pas aller jusque-là, donc on essaye effectivement, voilà, je laisse tomber, mais alors là, pour le coup, il va y avoir de la frustration derrière, c'est clair. Et pour vous donner un autre exemple, ça peut être aussi tout simplement, si ça parle aussi de Pierre, un de vos collègues, part à la retraite, il fait un pot de départ, voilà, tout le monde est invité et vous ne l'êtes pas. Quelle est votre réaction? Quelques réactions, j'enchaîne. Elles vont arriver, mais voilà. Ouais, oui. Donc, Céline, elle nous dit freeze. Ouais. Jean-Pascal nous dit peut-être un petit mélange des trois, mais au final, c'est sans doute le freeze qui l'emporte. On a Solène qui nous dit fuite, mais par contre, je rumine, mais je ne fais rien. Ouais. Voilà. Et alors, c'est vrai que dans ce cas-là, on va être peu, mais encore que, à la marge, il y en a toujours, qui peuvent effectivement… On n'a pas beaucoup pour cette partie-là, oui. On n'a pas trop de fight, parce que, comme on touche aussi à des choses qui sont un peu plus personnelles, il y a moins de règles, quoi. Non, puis en fait, là, on se dit, tiens, en fait, oui, tiens, je croyais quand j'avais travaillé avec lui, souvent, il est venu demander de l'aide, j'ai fait ça, je croyais qu'on était quand même amis, et là, du coup, on est en train dans ces questionnements, donc… bon, alors, sauf si effectivement, ça peut arriver, mais je crois à la marge, de se dire, tiens, avec tout ce que j'ai fait pour lui, et puis aller dire, putain, tu te fous de moi, quoi. Franchement, ou alors d'ailleurs, sans le faire directement à la personne, mais aux autres, et d'être en colère en disant, franchement, on m'y reprendra, aider mes collègues, et voilà, alors que, bon, voilà. Donc, effectivement, là, c'est le fight. Alors, on a des fights qui se réveillent, là. J'en ai deux qui, voilà. Oui, après, ça parle. Yann dit aussi que, voilà, elle, sa tendance, ce serait le fight, mais bon, tout dépend aussi de l'importance de la situation. Voilà, toutes les situations ne valent pas non plus à chaque fois de rentrer dans la lutte. Voilà. Alors, en fait, si vous voulez, c'est important ce qu'elle dit, parce que du coup, il y a l'émotion, il y a l'intensité d'émotion, en fait. Donc, est-ce que je la fais passer ou je la fais pas passer? Et c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, soit ça me rappelle effectivement des événements où je me suis sentie parce que vraiment terriblement blessée. Là, par exemple, pareil, parce que, alors à un moment donné, c'était pas un collègue, mais c'était mon amie la plus importante, effectivement, qui m'a pas invitée à un événement important, et ça m'a terriblement blessée. Et là, du coup, je vais revivre un peu cette émotion-là. Et c'est là, effectivement, où on a des comportements qui peuvent être très exacerbés. Et puis, Stéphanie dit quelque chose, moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, ça dépend aussi de son niveau d'énergie au moment M où ça arrive, quoi. C'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie où on se sent de rentrer dans la lutte, être en fight, etc. Et puis, il y a d'autres moments où, voilà, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent, etc., on est moins dans cette résistance, dans cette combativité. Bon, on a plus tendance à laisser glisser et à être en freeze que voilà, d'être vraiment… Alors, c'est vrai, tout à fait, ça peut jouer complètement. Après, je pense que c'est aussi le type, en fait, la situation, en fait, de stress. Je vais vous donner un exemple. En fait, par exemple, moi, récemment, là, dans le confinement, j'ai fait mes courses à la caisse, je vais faire très vite, j'ai fait mon marché normal, mais j'ai acheté deux tapis d'évier et une brosse à cheveux. Eh bien, ça fait partie des choses non essentielles que j'ai pris dans des rayons qui n'étaient pas fermés. Et au moment à la caisse, en fait, la caissière a mis ça de côté, ne voulant pas me le vendre. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu une réaction. Alors moi, je ne suis pas du tout fight, non, pas du tout. Mais à ce moment-là, et c'était tout l'intérêt, c'est pour ça que je vous continue à partir de, si vous pouvez, après ce webinaire, voyez, pensez à des situations comme ça récentes et regardez aussi les situations qui vont se présenter dans les jours qui viennent. Regardez comment vous réagissez. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais là, j'étais en fight en fait.
Parce que là, je suis rentrée dedans, bien sûr, je n'ai pas fait, mais je suis rentrée dedans, je dis, ah non, mais en fait, je ne partirai pas, faites ce que vous voulez, mais moi, je partirai qu'avec ma brosse à cheveux et je ne vais pas attendre 2 mois pour acheter une brosse à cheveux. Donc, en fait, si vous voulez, c'était l'injustice et l'incompréhension. Je me suis rendu compte que dans une situation d'injustice, je suis en fight. Bon, voilà. Alors après, chacun a son moteur, hein, ce qui est peut-être aussi par rapport à ce que disaient Sophie ou Stéphanie, c'est ce niveau d'énergie, en fait, il est aussi déclenché par rapport à nos valeurs, en fait, hein, et ce qui nous… Céline, elle nous demande si en fait on peut aussi avoir le contexte qui joue. Par exemple, elle expliquait de différencier le plan personnel du plan professionnel. Par exemple, est-ce que sur un plan pro, on peut se dire qu'on est voilà là en professionnel, on a une posture qui nous amène à être plutôt freeze en professionnel, mais qu'à la maison on est un peu une toute autre, enfin une autre personne, et donc là on est plutôt en fight aussi. Est-ce que ça c'est des choses qui sont possibles? Alors oui, ça c'est des choses qui sont possibles effectivement, mais ça veut dire en fait que on est typiquement dans ce que je disais au départ, c'est-à-dire que elle s'autorise pas à être elle-même. C'est-à-dire que l'image sociale et en fait prend vraiment la prépondérance sur le soi. Ce qui fait que d'ailleurs, du coup, le soi il est très exacerbé en fait. On n'est pas exactement dans le soi parce que toute la décharge, enfin toute la tension émotionnelle qui n'a pas été évacuée tout au long de la journée, elle est le soir. Et elle est le soir sur des événements où, en fait, s'ils sont sortis du contexte, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas réagi de manière aussi véhémente. Alors, ça revient un petit peu, ce n'est pas tout à fait une question d'énergie, mais c'est bien une question de niveau de stress. Et donc, si en fait, on était capable tout au long de la journée de se rendre compte quelle est la réaction la plus appropriée, donc se dire, plutôt que d'être en freeze, parce que je considère que en freeze, en fait, c'est une peur, hein. C'est une peur terrible parce que c'est la peur de faire une erreur, de se faire saquer, ou plus loin, c'est dire de se perdre son job. Hein. Et bien, du coup, je ne fais rien en fait. Sauf qu'en fait, ça vous, quelque part, excusez-moi l'expression, ça vous bouffe de rien faire. Hein. Et donc, si au fur et à mesure, vous continuez et vous ne rendez pas compte, vous ne conscientisez pas ça et vous ne rendez pas compte à quel niveau dans votre corps ça vous bloque, eh bien, cette émotion, en fait, elle fait une espèce de bulle, hein, c'est la cocotte minute, parce que vous ne l'avez absolument jamais exprimée, jamais pris la peine de l'accueillir en disant « Ok, mais là, je suis super en colère ». Alors, en général, on n'est pas… Hein, voilà, vous êtes dans votre bureau en disant « C'est inadmissible ce qui m'arrive ». Vous pouvez le faire vous-même. Hein. Exprimer une émotion, ça ne veut pas dire forcément aller l'exprimer à quelqu'un. Pas toujours. Hein. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, le contexte professionnel ne nécessite pas forcément d'aller en parler à chaque fois. Mais par contre, au moins de la reconnaître pour vous. Parce que le soir, quelque part, eh bien, vous permettez de faire des choses qui ne sont peut-être pas complètement en lien avec ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très, très claire, mais… On avance. Donc, en fait, voilà, quel est votre mode opérationnel? On l'a vu. Donc, après, on continue. Et donc, l'idée, c'est bien aussi de se dire, voilà, dans chaque situation, dire quel est le déclencheur, en fait. Hein. Quel est l'événement qui a déclenché votre émotion? Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va se mettre un peu en colère et ce que l'on va ressentir, on va le faire par rapport à nos relations. On va dire, c'est cette personne-là. Comme si cette personne, volontairement, avait cherché à me nuire, en fait, si vous voulez. Volontairement, avait cherché à dire quelque chose qui me déstabilise, qui me met mal à l'aise, etc. Est-ce qu'on pourrait partir d'un a priori positif en disant non, cette personne, elle est comme ça, et en fait, c'est juste pas cette personne, mais c'est l'événement. En quoi cet événement a déclenché cette émotion, en fait? Voilà. À quoi ça me fait penser, à quoi j'ai ressenti? Bon, l'action, on l'a vue. Et donc, tout ça, ça nous permet petit à petit d'élever notre niveau de conscience, en fait, sur les émotions et de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire et essayer d'arrêter de les subir, en fait. Hein. Et alors là, on va arriver au point important qui est, vous vous souvenez du schéma tout à l'heure sur le déclencheur qui fait une émotion qui, en fait, nous envoie une information et l'information nous dit il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, essentiel, voilà. Donc, l'émotion, en fait, très clairement, c'est un peu, elle vous dit quelque chose c'est comme quand vous avez mal quelque part. Vous avez mal quelque part, ça vous dit, là, il y a un truc qui cloche, faut peut-être que je regarde pourquoi j'ai mal au ventre, il faut peut-être que j'aille voir un médecin, que je fasse une radio, etc., etc. Là, en fait, l'émotion, c'est pareil, c'est le même signal d'alarme. Et vous dit, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un besoin qui est important pour toi et que tu ne satisfais pas. Et en ce moment, c'est un besoin essentiel pour toi. Donc, il faut se poser cette question, se dire, si je réagis de cette manière-là, quel est mon besoin en face? Donc, est-ce que vous faites attention régulièrement à vos besoins?
Alors, question importante, est-ce que vous considérez vos besoins comme légitimes? Après, je vous ai mis 2 feuilles sur les besoins. Quels sont les besoins importants dans la vie dans lesquels je prends soin? Est-ce que tous mes besoins, je les mets au même niveau? Est-ce que j'accorde plus d'attention aux besoins des autres qu'aux miens? Ça, c'est très, très important. Quels sont les besoins que je néglige? Est-ce que effectivement, le besoin, bien sûr, de manger, de dormir, ça peut être important, mais le besoin de me détendre ou de faire du sport, c'est pas important. Et donc, une fois que vous avez pris conscience de quels sont les réels besoins que vous avez aujourd'hui, c'est bien sûr se dire, OK, donc en ce moment, ça, c'est important pour moi. C'est comme ça, il y a 3 mois, ça ne l'était pas, mais là, c'est important. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme moyen pour satisfaire? Et là, vous cherchez effectivement tout ce qui est possible, alors sans vous censurer, et parce que vous pouvez mettre des choses qui, en fait, vous dire, ne commencez pas en disant, ça, je ne vais pas le mettre parce que ce n'est pas possible. Donc, vous y allez. Et puis après, regardez en disant, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, si on se remet dans le contexte d'aujourd'hui, en fait, où depuis les confinements, où on en est de nos besoins, d'après vous? On n'a plus nos besoins de liberté, ne sont pas répondus. On ne peut pas aller faire de sport. On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller se promener, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas avoir des besoins de convivialité, voir nos amis, on peut voir nos parents. Pour des personnes comme moi, sur le premier confinement, on ne peut pas voir ses enfants. On ne peut pas voir des enfants ou des personnes qui sont à l'étranger, qu'on a envie de voir. On ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se toucher. Il faut savoir quand même que l'être humain qui est forcément tactile. On a besoin de 4 gestes, on va dire, gestes touchés par jour pour survivre, 8 pour être épanoui et 12 pour se développer. Alors, quand on nous dit vous ne vous touchez plus, posez-vous la question, quel est notre niveau, comment est-ce qu'on fait pour faire face à ces besoins-là? Donc, si on sait que les besoins qui ne sont pas satisfaits, ça déclenche toutes sortes d'émotions, comprenez mieux quel niveau, notre niveau, on va dire, d'émotion et psychologique aujourd'hui globalement, tout un chacun, et quel niveau donc de réaction excessive que ça va pouvoir entraîner. Typiquement, moi, quand à la caisse, je vais mettre un râler parce qu'on ne va pas me donner ma brosse à cheveux, quoi. Voilà. Donc là, je plaisante là-dessus, mais il y a des personnes, effectivement, pour qui c'est extrêmement difficile parce que selon l'environnement familial, professionnel et si on va dire l'équilibre en fait qu'il y avait avant le confinement, eh bien on va se retrouver très rapidement en déséquilibre. Et puis je rappellerai aussi qu'on a un besoin super important qui est le besoin de survie. Alors quand on nous dit aujourd'hui, ça c'est un besoin qui est endémique, clairement. C'est-à-dire que depuis qu'on est, c'est le besoin le plus ancré chez nous, puisque les hommes préhistoriques, s'ils n'avaient pas eu ce besoin, on ne serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre besoin de survie, alors il n'est pas effectivement peut-être par rapport à la chasse ou par rapport à un animal sauvage, mais il est quand même très ancré à partir du moment où on se dit, j'ai une perte de revenus, j'ai peut-être une perte de travail, je vais peut-être pouvoir faire face à mes charges, à ma famille, à mes enfants, etc. Et ça construit toutes sortes de stress, une anxiété très profonde et de savoir donc comment est-ce que je peux faire pour réagir à ce stress-là et ne pas non plus parce que en fait, ce stress est auto-nourri aujourd'hui par toutes les incertitudes, parce que notre cerveau ne peut pas se contenter d'incertitudes. Il est obligé de se projeter en mettant quelque chose. Et c'est typiquement la réponse là du complot, où je ne vais pas rentrer dedans à savoir si c'est bien ou pas bien, mais c'est juste en fait l'idée que les thèses complotistes par rapport au Covid, c'est qu'on est capable d'inventer, ou de créer du moins une réponse qui est quand même assez effrayante, mais on est capable de créer cette réponse-là à ce que l'on vit et que ça nous rassure plutôt que d'avoir de l'incertitude. Voilà, ça c'est comme ça effectivement que les neurosciences expliquent le fonctionnement de notre cerveau. Donc là, pour revenir à quelque chose de très important, essayez de faire ça et de vous demander aujourd'hui, dans la situation et le contexte d'aujourd'hui, quels sont les besoins que j'ai et qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour y répondre. Et donc, je vous ai mis, parce que c'est très difficile de trouver ses besoins réellement. On s'auto-censure beaucoup en disant, tiens, oui, bien sûr, le repos, il y a des besoins il y a des besoins qui paraissent très importants. Il y a d'autres, on va se dire, non, le rire, non, je n'ai pas besoin de rire, ça, voilà, non, la chaleur humaine, non, ça, c'est pas nécessaire, etc. Donc, effectivement, mais quels sont réellement les besoins dont on a besoin aujourd'hui? Et essayer de trouver quand même des solutions pour y répondre.
Et ça, c'est un autre petit exercice que vous pouvez faire qui fait le lien entre les besoins et les émotions, justement. Donc, c'est trouver, là, sur les derniers moments de votre vie, 3 émotions, je surveille l'heure en même temps, 3 émotions que vous avez ressenties et quels sont les besoins en face. Donc, juste je vais aller un petit peu vite si vous voulez qu'on réponde aux questions. Est-ce qu'il est possible de changer? Ben oui. Tout simplement parce que, comment vous dire, en fait, et à tout âge et tout le temps, en fait, hein, le cerveau, un peu, c'est comme si c'était une Formule 1 conduite par un orang-outan. Elle n'est pas de moi, cette expression, elle est, je le retrouvais tout à l'heure, mais c'est effectivement quelqu'un qui travaille dans les neurosciences, et qui veut dire qu'effectivement, si jamais on prend la peine effectivement de voir comment notre cerveau fonctionne, on a la capacité, grâce à la plasticité neuronale, de changer notre type de réponse. On peut tout à fait recalibrer réorganiser nos pensées et notre façon de nous comporter. Donc voilà la synthèse. Donc l'émotion, effectivement, il faut l'écouter. Alors bon, quand c'est une émotion agréable, tant mieux. Si c'est une émotion désagréable, ça veut dire qu'effectivement, notre besoin n'est pas satisfait. Et ce qui est très important, c'est que si vous ne l'écoutez pas, effectivement, eh bien, il va s'amplifier et il deviendra quelque chose d'insupportable. Et très certainement, il va se transformer effectivement en maladie, hein, ou en maux, malaise, type insomnie, maux de tête, eczéma, je ne sais pas, mais tout ce qui peut se présenter. Donc voilà, essayez donc de comprendre, de revenir à soi. Je vais passer un peu plus vite en vous donnant les petits trucs. Prendre un temps pour soi. Alors effectivement, il y a le tenir un journal de bord pour identifier toutes les émotions. Se donner, alors pour quelques petites astuces, hein, si vous voulez changer, effectivement, en coupant un mode automatique comme ça, mettez-vous soit des alarmes à votre téléphone à des moments pour faire des pauses, soit mettez des post-it à certains endroits pour faire des pauses. Incluez effectivement dans votre quotidien ces moments-là. Essayez donc d'être le plus présent à vous. J'ai effectivement aussi, s'il y en a que ça intéresse, je ne sais pas, mais je suppose oui, mais vous aurez mes coordonnées, donc je peux vous donner quelques exercices de respiration aussi. Alors, vous devez connaître aussi, bien sûr, la méditation, qui est une très bonne chose à faire. Le sport aussi, non pas pour faire de la compète, hein, alors non pas qu'il ne faut pas en faire, mais là, dans l'idée de bien prendre conscience de son corps. Il y a un truc, en fait, encore très important, c'est de faire sa liste de ses envies. Parce que pour nous réénergiser, eh bien, alors là, c'est un petit peu différent. Hein, les envies, ce n'est pas des besoins, c'est-à-dire qu'on peut peut-être vivre sans, mais c'est ce qui va nous nourrir et qui va nous donner cette énergie positive pour nous permettre d'avancer et d'être sur une dynamique d'émotions de plaisir et non d'émotions de stress, en fait. Hein. Et voilà, j'en ai terminé. Et j'étais un petit peu plus longue que prévu, mais... C'est parce qu'il y a eu aussi pas mal de questions. Il y a Emeline juste qui demande si vous pouviez revenir juste rapidement sur la slide 24. Ouais. Alors, je ne sais pas, Emeline, si vous aviez une question particulière dessus. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions aussi entre-temps? C'est juste, elle voulait pouvoir la lire. On avait une question tout à l'heure par Sandra, je suis désolée, mais on l'a pas eu, on l'a pas traitée, qui disait qu'elle était souvent en fait en fight, voilà, c'est souvent sa façon de réagir, notamment à l'injustice, et elle demandait en fait s'il y avait des clés pour pouvoir réussir à se tempérer. Oui, alors oui, il y a des clés en fait, effectivement. C'est déjà, quand vous vous rendez compte que vous êtes en fight, c'est de vous demander, il y a l'injustice et il y a le manque de respect quand on est dans le colère. Donc, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui du plus loin qui vous soit arrivé, vous vous sentiez systématiquement attaqué dans vos valeurs en fait. Et en quoi ça vous... en quoi effectivement mais ça vous déclenche cette émotion. Ça veut dire qu'il y a un moment donné dans votre vie, en fait, tout ce que vous vivez aujourd'hui, tout ce qui est, tous les stress, les moments de stress que l'on peut avoir, ça vient toujours de nos traumatismes de façon antérieure. Ça, c'est comme ça. Donc, alors, on ne va pas faire de la psychanalyse, de la psychologie, mais quoi qu'il en soit, il faut essayer de retrouver ces événements-là et essayer de se dire à quel moment, en fait, j'ai ressenti tellement de manque de respect
quel moment on ne m'écoute pas. Alors, dans ma famille, dans mon enfant, à l'école, un prof, quelqu'un qui m'a tellement manqué de respect, mais que on n'a jamais, ça m'a mis dans un tel niveau de colère, mais par contre, on m'a dit de me taire et on a ignoré et j'ai même pas pu me justifier, j'ai même pas pu expliquer ce qui s'est passé, on ne m'a pas entendu. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois que ça se représente un peu, eh bien, en fait, tout ça revient de manière un peu excessive, en fait. Après, il y a des techniques comme des techniques de libération des émotions, il y a des choses comme ça qui permettent d'aller vraiment dessus. Et parce que ça fait travailler à la fois l'esprit et le corps, avec des tapotements sur les méridiens. Et donc, ça fait vraiment enlever l'émotion que vous avez. Parce que les émotions, elles sont ancrées dans notre chair, dans notre corps. Hein. Ça, c'est pour ça que, voilà, il faut vraiment essayer de relier les uns aux autres. On a Sylvie qui nous demande que peut-on… Alors, vous avez beaucoup de remerciements. Et entre les remerciements, Sylvie qui demande que peut-on dire à ceux qui pensent que contrôler les émotions fait moins souffrir que de les accueillir. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que… Alors, d'abord, c'est effectivement… En fait, c'est un mode de fonctionnement par défaut. Contrôler nos émotions nous donne l'impression effectivement qu'on souffre moins, mais en fait, c'est parce qu'on met notre bouclier de protection. Donc, on est dans ce faux self et cette image sociale qu'on nous a appris à faire et on s'éloigne de soi. Alors, pour certaines personnes, ça va toujours fonctionner comme ça et en fait, ils vont toujours passer leur temps à se cacher. En fait, si vous voulez, nos émotions, il faut… Alors ça, si je vous parle de ça, peut-être que je vais vous perdre, mais nous avons tous en nous notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est celui qui a souffert de toutes ces émotions exprimées enfant, enfin qu'il a voulu et qui ont été niées, qui n'ont pas été entendues ni comprises, en fait. Et aujourd'hui, lorsqu'on se dit effectivement non, je veux pas aller voir cette émotion, je veux pas, non, voilà, c'est pas grave, je passe, mais je me débrouille avec, je vis très bien, etc. Eh bien, c'est la peur en fait d'aller revivre la souffrance que l'on a vécue enfant. Et cette peur, elle est énorme en fait, hein, mais vraiment. Hein. Moi, je le vois parmi tous les clients que je peux avoir. Quand on est là, il y a vraiment une peur terrible parce qu'on a en souvenir la souffrance qu'a vécu notre petit enfant, mais enfant, nous étions quand même des personnes qui ne sont pas construites. Hein. Donc, on a ce souvenir est très exacerbé de la souffrance qu'on a eue. Et on se dit, non, je ne veux pas repasser par là. Alors que quand on arrive à repasser par là, effectivement, à l'accepter, eh bien, on se rend compte que, alors oui, il y a peut-être un mauvais moment à passer, mais alors la libération, elle est extraordinaire. Là, clairement, parce que la libération, moi, je le vois avec des clientes, c'est-à-dire que j'ai même des moments, les gens, ils font même ça avec leurs mains quand je leur demande, parce qu'ils sont dire oh, mais je sais même plus, je ressens même plus ce que j'avais. Et ça m'a surpris les premières fois ce geste, parce que c'est-à-dire que c'est tellement, effectivement, aussi corporel, c'est de dire oh, ça y est, je me sens enfin libérée. Mais ouais, et quoi qu'il en soit, pour terminer, c'est que de toute façon, ça va à un moment donné, et alors ça par contre, il n'y a pas d'explication, hein, il y a un événement extérieur qui va faire mais que vous allez le vivre très mal d'avoir contrôlé vos émotions. Alors parfois, hein, ça peut être, je sais pas moi, un licenciement, ça peut être un changement, un divorce, une naissance, un deuil, enfin tout ce qui est quand même des événements comme ça assez forts. Et tout à coup, alors c'est peut-être pour ça que vous avez des crises de vie ou autre, mais tout à coup à ce moment-là, ou alors vous déclenchez une maladie parce que votre corps, il vous dit tout simplement stop, là, hein, stop, là je peux plus, tu veux pas écouter, mais moi je peux plus. On a une autre question. Si, elle vous a remercié. On a une autre question. Comment peut-on favoriser sa connexion aux émotions? Bien, c'est ça. En fait, reprenez ce que je vous ai mis au début sur le ressenti. Alors, il y a déjà la respiration. Un truc simple, en fait. Moi, vous voyez, quand j'ai commencé, c'était assez simple. J'étais en voiture souvent, donc bien sûr dans les bouchons, comme tout un chacun. Et il y a un truc, bon, c'est ce moment-là où vous dites, tiens, je suis en retard, je suis à la bourre, etc., ça avance pas. Et là, vous avez l'émotion qui monte, vous commencez à vous énerver, le stress qui arrive. Et donc, en fait, il n'y a rien de pire que de ressentir du stress sur une situation sur laquelle vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a un truc qui est d'accepter que là, sur ce moment-là, je ne peux rien faire sur le bouchon. Donc, je n'ai le problème de circulation. Et que donc, ça ne sert à rien que je m'énerve. Et là, vous vous mettez à respirer. Et alors, la respiration, il y a un truc déjà simple, hein, c'est que vous pouvez respirer en inspirant 4 fois profondément,
vous tenez votre respiration pendant 5 temps. Alors 4 fois, c'est pendant 4 temps, pardon. Vous la tenez pendant 5 temps et vous expirez sur 7 temps. Et vous faites ça pendant quelques moments. Et déjà ça vous fait prendre conscience ça vous permet de réguler ce qui se passe dans votre corps. Et pendant que vous faites ça, vous commencez déjà à vous demander où est-ce que ça se passe. Et en général, vous allez le sentir. Bon, pour donner une idée, moi très souvent, c'est ici, ça m'oppresse en fait. Une émotion, ça peut vous empêcher de parler. Moi, j'ai des clients qui effectivement ne parlent pas. Dans certains contextes, effectivement, face à ces émotions, alors que ce sont des gens qui vont parler de manière tout à fait sympathique et agréable, et là, ils ne parlent pas, et quand ils parlent, on ne les entend pas, parce que leur voix, elle est bloquée. Donc ça, vous pouvez en prendre conscience, en fait, vous dire, tiens, mais comment je suis en train de… Mais c'est un peu ce que je disais, il faut vous mettre sur des pauses, prendre peut-être ces 10 minutes le soir sur votre journal en disant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vécu, comment j'ai réagi. Voilà, c'est ce genre de choses, de retour à soi qu'il veut faire. Alors, on a Julia qui pose une autre question. Elle dit en fait que pour elle, l'émotion, c'est quelque chose d'intérieur, alors que l'action, elle est extérieure. Elle donne un exemple. Elle dit, bon, l'émotion, on peut ressentir comme ça en première intention à chaud, une émotion de fight à l'intérieur. Et puis après, avec analyse, etc., avoir une réaction plutôt calme, empathique, etc., à l'extérieur. Donc, l'émotion n'est pas toujours, l'émotion ressentie n'est pas par soi-même, n'est pas toujours l'émotion perçue par l'extérieur. Si je traduis bien, Julia. Oui, alors là, dans ce cas-là, ça peut être deux choses. Soit, comme je vous l'ai dit, la première chose, ça veut dire qu'elle a une réaction instinctive qui reste effectivement donc la colère, si j'ai bien entendu. Et à ce moment-là, l'information est venue quand même au cortex préfrontal qui a dit, OK, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc, il a dit non, mais en fait, non, c'est pas très grave, non, regarde, elle n'a pas fait exprès, et puis voilà. Et là, du coup, ça vous a permis d'adapter votre réaction et de vous dire, non, en fait, là, je surréagis, il n'y a pas de raison, et du coup, voilà, vous avez vraiment modulé votre réaction à la situation. Donc, a priori, ça semble vouloir dire que vous avez quand même une conscience de vos émotions, là, à ce moment-là. Vous êtes en train de conscientiser que vous êtes sur un niveau de colère qui est spontanément, c'est la colère, mais vous arrivez à réfléchir, à prendre du recul, à être dans cette position méta et en vous dire, en fait, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Non, bon, et bien du coup, je peux écouter l'autre. Alors, ce qui est important, peut-être que je n'ai pas tout à fait suffisamment dit aussi, c'est que là aussi, il y a peut-être aussi tout simplement une prise de conscience de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, l'autre a son émotion aussi. Et que vous pouvez être juste un révélateur. À un moment donné, on est juste un événement déclencheur. Et il n'y a pas quelque chose de volontairement personnalisé pour aller faire du mal à l'autre, en fait. Et donc, vous êtes mis dans une position, effectivement, en disant, non, je peux comprendre l'émotion de l'autre et je me mets effectivement dans un mode empathique. Et à l'écoute et à la compréhension, effectivement. J'ai mis un petit peu ça après, quand je vous dis ça. Quand on est avec son entourage, effectivement, c'est de dépersonnaliser le problème, de prendre en compte aussi de poser des questions ouvertes quand on ne sait pas, d'avoir un a priori positif. Ce qu'on dit n'a pas été forcément fait pour nous faire du mal, quoi, ou dirigé contre nous. La personne s'est tout simplement trompée. Vous savez, un truc très simple quand on dit « mais non, tiens, j'ai pas reçu le mail d'invitation de Pierre pour son départ à la retraite ». Ouais, en fait, si, il est dans mes spams. Non, mais ça, c'est s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas arrivé de ne pas avoir reçu un truc, ou alors tout simplement, oui, vous allez le voir, et puis il dit, il est confondu en excuses, il dit, mais si, je t'assure, je l'ai mis, je ne sais pas comment ça se fait que ton adresse, et puis il va se rendre compte qu'en fait, si, j'avais travaillé ton adresse, mais j'ai écrit EAU au lieu d'écrire AUD. Voilà, donc ça, on a toujours un a priori de se dire c'est contre nous, essayez d'avoir un a priori positif. Parfait. Et on a Gaëlle, du coup, qui conclut un peu en nous disant que tout cela est très proche des concepts de base de la communication non violente. Oui. Oui. Alors, la communication non violente, effectivement, utilise les émotions, c'est-à-dire l'idée, c'est bien de partir des faits le plus objectivement possible, voilà la situation, d'exprimer voilà ce que je ressens et de demander quelque chose. D'abord, voilà ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et effectivement. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la communication non violente, on pense souvent vouloir l'utiliser dans les conflits, alors qu'en fait, on devrait l'utiliser en permanence. C'est-à-dire que même quand on rentre chez soi le soir,
au lieu de rentrer et de parler, comme vous dites, des auditrices qui disaient en fait, bah oui, est-ce qu'on se comporte peut-être de manière plus contrôlée au travail et puis le soir on se lâche. Eh bien, si le soir, effectivement, on exprimait en arrivant en disant j'ai une journée très difficile aujourd'hui, je me sens vraiment abattue. Voilà, j'ai besoin de faire une pause là pendant 10 minutes. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux prendre en charge, j'en sais rien moi, le repas ou ceci? Est-ce que ça te va? Eh bien, la personne en face, il y a peu de chances qu'elle vous rembarre. Ou alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une autre solution? Bah, écoute, je veux bien le faire, mais est-ce que tu peux attendre? Voilà, je termine ça et dans 10 minutes, je prends en charge. Voilà. Donc, ça, c'est… Alors, effectivement, on se dit, ouais, non, mais je ne vais pas me casser les pieds à parler comme ça tout le temps, hein. Il pourrait pas comprendre quand même un petit peu. Ça, c'est un truc qui est quand même extrêmement mauvais dans notre façon de nous comporter. C'est-à-dire qu'on comprend pas nos émotions, on veut pas faire l'effort d'aller comprendre nos émotions et nos besoins. Mais par contre, on va très facilement reprocher à l'autre de ne pas avoir su voir que j'avais besoin de ça. Et donc, je vais lui rentrer dedans en disant, quand même, tu sais bien que tu aurais pu faire ça. Que ce soit d'ailleurs au bureau ou à la maison, hein. Prenons le temps, nous, déjà, hein. Oui, mais pour avoir un petit peu peut-être le mot de la fin, il y a quelque chose de très important qu'on lit d'ailleurs en PNL, c'est que chacun, en fait, est responsable des résultats qu'il obtient. Et que quelles que soient les situations que vous vivez, que nous vivons, en fait, on ne peut jamais invoquer les circonstances ou les autres pour ce qui nous arrive. Alors ça, quand on a vécu des moments de vie assez difficiles, traumatisants, c'est quand même super difficile à entendre, se dire ouais, je peux pas prendre en compte la circonstance et les autres. Non seulement, je sais pas, par exemple, j'ai été harcelée au travail, j'ai été etc. ceci cela, et c'est en plus c'est ma faute, c'est à cause de moi que ça s'est passé comme ça. Donc ça peut être vraiment me mettre très en colère. Et en fait, il faut le voir différemment en disant oui. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous avons le pouvoir de décider comment nous voulons vivre cet instant. À tout moment. On a notre propre interprétation et nous avons, et c'est quelque chose d'extrêmement plutôt positif, hein, enthousiasmant de se dire oui, j'ai la possibilité d'envisager les choses différemment. Et pour revenir juste un point sur les besoins, hein, dans le monde professionnel, c'est quand même très très important. Et d'ailleurs, nos entreprises, alors DRH et managers devraient faire attention parce que à ne pas écouter, savoir reconnaître nos besoins de pause, nos besoins effectivement, enfin de stress. Alors là, dans en plus le temps le télétravail, de savoir faire la part des choses entre la vie pro, la vie personnelle, etc. Eh bien, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir toutes sortes de maladies qui entraînent, alors pas forcément grave, hein, mais quoi qu'il en soit, ce stress, des maux de dos, des maux de toux qui font que on génère de l'absentéisme, ce qui est un coût très important pour les entreprises et qui, jusqu'au bout, eh bien, en fait, c'est le burn-out, hein. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a un nombre très important de burn-out. Ce sont des personnes qui n'arrivent plus à écouter leurs émotions et ne sont pas capables de reconnaître que leur besoin est tout à fait légitime et qu'elles doivent y faire face et y répondre. Et quelque part, il y a une responsabilité de chacun, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité aussi sociale de l'entreprise de prendre conscience de la façon dont ses salariés s'autogèrent, hein, entre guillemets. Parce qu'effectivement, il faut peut-être leur apporter une aide extérieure pour leur permettre de mieux faire face à leur travail, parce qu'en général, ce sont des gens qui sont très, très impliqués, bien sûr. Merci beaucoup, Anne. Merci. Avec Merci à tous plaisir. aussi d'être venus écouter effectivement la présentation d'Anne. Alors vous regarderez Anne les commentaires tout à l'heure, vous avez des remerciements dans tous les sens. Super, merci. Donc voilà, et merci à tous d'avoir participé parce que c'était très intéressant. Merci vraiment, ça a rendu l'échange encore plus riche. Comme je le disais tout à l'heure, on va vous envoyer d'ici, je dirais, une semaine, le petit PowerPoint. J'essaye de vous trouver, hop, le lien vers le blog pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous aurez le replay. Et puis voilà, de toute façon, comme on le disait, avec Anne, vous pourrez rééchanger par ailleurs. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, effectivement, à revenir, voilà, si vous avez des questions. Et puis, des exercices pour comprendre comment on fonctionne, pour faire des bascules. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui existent. Bon, et puis on a déjà pas mal d'exercices dans ce Oui, que vous nous avez. c'est sûr, exactement. Voilà, commencez déjà
à vous mettre en mouvement, en fait, parce Voilà, qu'effectivement, on est bien d'accord. L'émotion, c'est bien l'idée, c'est de se mettre en mouvement. on a nos premiers travaux pratiques à réaliser déjà, et comme ça, voilà, on verra Voilà. après aussi. Alors, je pense que là, vous avez le lien du blog. Tout le monde, est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que je l'ai bien mis à Oui. tout le monde? Oui, c'est Ouais, bon. je pense, ouais, je Eh le ben, vois c'est passer. parfait. Mhm. Merci à tous. Merci vraiment Anne, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas aussi à nous contacter si voilà, sur les sujets qu'on a commencé à aborder aujourd'hui, il y a des choses que vous aimeriez qui soient approfondies peut-être dans une autre session ultérieurement, etc. Plutôt sur quelle partie, etc. En tout cas, on est à l'écoute et on a hâte de vous retrouver. Merci pour votre attention et merci Hélène à nouveau. Au plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir.